Tout a commencé il y a 25 ans. Internet a débarqué dans vos vies, les navigateurs sont arrivés, puis les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, le cloud, les applications, et vous vous êtes mis à tout partager. Au moindre clic, tout à portée de main et selon vos besoins. Mais quelques années plus tard, les premières désillusions sont arrivées, et vous voilà face à la réalité. Vos moindres faits et gestes sont désormais traqués, numérisés, pour orienter vos comportements, vous influencer ou voire même vous surveiller. Alors vous vous dites « je n'ai rien à cacher », mais il s'agit de votre vie privée quand même. Et vous tenez à votre liberté. Alors comment faire? Vous déconnectez? Nous avons 8 minutes pour vous convaincre que votre vie privée peut être encore protégée. You've been hearing and reading reports that De notre bureau jusqu'à notre chambre à coucher, de nos smartphones à nos ordinateurs, de nos cartes bleues à nos objets connectés, nous produisons chaque jour, et sans nous en rendre compte, des milliards de données numériques, personnelles et intimes, disséminées dans le cloud. Avant les réseaux numériques, les données personnelles étaient surtout les informations qui nous identifiaient de façon unique, comme par exemple notre nom, notre prénom, notre adresse, notre genre, etc. Alors que maintenant, les données personnelles peuvent être définies de façon beaucoup plus large. Avec ces bribes de nous-mêmes, partout sur la toile, à la vue de tous, le rapport à notre vie privée est aujourd'hui bouleversé. Je suis propriétaire de mes données parce que je les produis. À partir du moment où je les confie, j'en perds le contrôle. Et c'est là qu'est le vrai danger. Le scandale de la surveillance d'Internet rebondit. L'homme qui a révélé à la presse l'existence d'un programme de surveillance de l'Internet est sorti de l'ombre. Là où il y a eu la rupture, ça a été au moment des révélations d'Edward Snowden. Chaque fois qu'on laissait des traces de nos habitudes de consommateurs ou de citoyens, ça servait à nourrir des très grandes bases de données qui pouvaient porter de très importantes atteintes à notre vie privée. A child born today will grow up with no conception of privacy at all. Pour les jeunes générations, leur enfance est parfois déjà sur Internet, de par leurs parents, les photos, etc. Et aujourd'hui, il y a cette impression de dire qu'en fait, le numérique, c'est pas un monde à part, c'est leur vie réelle, leur vie tangible, leurs interactions sociales. Et en fait, le numérique étant très souvent public, en fait, leur vie devient quasiment publique. Ça, c'est la partie la moins problématique, parce que ça rentre quand même dans les actes volontaires sur la toile. Par contre, là où c'est le plus problématique, c'est la partie des informations sur les informations, donc des fameuses métadonnées, tout cet apparat d'opérations qui ne dépendent pas de nous, mais ont des effets sur nous. Par exemple, quand je fais une photo, avec un appareil photo numérique, dedans, parfois, il y a la localisation de cette photo, où je l'ai prise, il y a l'heure à laquelle j'ai prise, il y a le type d'objectif que j'ai mis sur l'appareil photo, il y a quel est mon boîtier d'appareil photo. Donc tout ça, c'est des données qui sont dans le fichier photo, qui sont des données annexes, qui, une fois qu'elles sont exploitées, peuvent intéresser une entreprise ou un site marchand, etc. Ces données sont le nouvel Eldorado et même le pilier d'un modèle économique digital, du tout gratuit et du sur-mesure. Il n'y a pas de magie. Si c'est gratuit, c'est que derrière, c'est monnayé d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est une question que j'invite tous les internautes et tous les gens qui utilisent des applications à se poser, dire pourquoi on me veut du bien en m'affichant ce contenu-là. C'est quoi l'intérêt derrière? 1000 milliards d'euros, c'est la valeur de nos données personnelles en Europe. Face à cette manne financière, peut-on encore envisager une vie privée pour les internautes? Soucieuse, l'Europe a réagi avec pour étendard 4 lettres RGPD pour Règlement général sur la protection des données personnelles. Le RGPD, c'est un tournant parce que ça pose un certain nombre de contraintes financières. L'heure est à la prise de conscience. 2 tiers des Français se disent soucieux de la protection de leurs données personnelles. Le RGPD est le premier pas vers la reconquête de notre vie privée. Alors, plus besoin de s'inquiéter? Une des conséquences maladroite ou malheureuse du RGPD, c'est l'utilisateur qui se connecte à Internet, qui lance un site, peu importe lequel, et il se retrouve avec plusieurs pop-up sur ce site. Et il y a aussi cette fameuse fenêtre que tout le monde connaît, qui est accepter ou non les cookies. Et donc, la plupart du temps, les gens cliquent sur « oui, j'accepte les cookies » pour se débarrasser de cette pop-up. Quand on clique sur « je n'accepte pas » ou « je voudrais en savoir plus », on clique et là, on a une liste parfois de dire qu'est-ce que j'accepte en fait. Donc en fait, on est presque obligé d'être consentant si on veut vraiment utiliser ce service ou lire cet article, etc., etc.
Alors si la loi ne peut suffire, doit-on remettre en question la collecte même de la donnée ? Il ne faut surtout pas arrêter de collecter les données. Les données peuvent être très utiles dans le monde de la santé, de la météo, des transports. Renforcer le suivi médical, assurer la sécurité des transports, limiter les dépenses d'énergie. Le big data, cette collecte massive des données croisées et analysées, est-il conciliable avec notre vie privée ? La menace principale vient du fait qu'on est un seul acteur qui collecte les données, qui les stocke et qui les exploite. L'idée serait donc de repenser un modèle où l'on rend à l'utilisateur l'entière maîtrise de ces données, où celles-ci peuvent être stockées de manière sécurisée, tracées, protégées et facilement accessibles. C'est le principe du Secure and Privacy by Design. C'est le fait de prendre en considération dès le début la vie privée de l'utilisateur pendant tout le développement et la création d'un service, d'un outil numérique, etc. Si les entreprises choisissaient justement la voie du Privacy by Design, elles devraient en effet pour beaucoup changer le modèle économique, de dire voilà, nous on s'était basé que sur la captation des données, si on ne doit plus le faire, notre entreprise n'a plus lieu d'être. Donc ça, c'est difficile à entendre et à faire comprendre. Le Privacy by Design, pour l'utilisateur, c'est d'abord la garantie de la sécurité de sa donnée, là où elle se trouve dans ce vaste univers virtuel qu'est le cloud. Un cloud qui est sécurisé par design, c'est un cloud où, quand on a commencé à dessiner l'architecture, la première chose qu'on avait en tête, c'était effectivement que ce soit un environnement sécurisé. Aujourd'hui, il existe des systèmes qui permettent de mettre en place des coffres-forts de données. Donc il y a des clés et seul le propriétaire des données détient ces clés. Personne d'autre ne peut accéder à ces données. En plus d'être sécurisé, ce cloud donnerait la possibilité de localiser sa donnée à l'utilisateur et de la supprimer s'il le désire pour atteindre enfin le Graal du droit à l'oubli numérique. Pour que ma donnée soit supprimée lorsque je le souhaite, il faut que le service auquel je l'ai confié m'en offre la possibilité et d'autre part, qu'il y ait une vraie traçabilité pour qu'elle puisse être supprimée partout où elle a pu être répliquée. Un cloud sécurisé, ok, mais comment garantir aussi à l'internaute un usage d'Internet plus respectueux de sa vie privée dès qu'il navigue ? Pour montrer à l'utilisateur qu'on respecte sa vie privée, par exemple, on peut lui proposer de ne pas créer de compte. Il y a beaucoup de sites où il faut créer un compte en mettant son email, son numéro, etc. Aujourd'hui, il y a des sites qui disent en fait, nous, utilisez-nous, on ne veut pas savoir qui vous êtes, ne créez pas de compte chez nous. Et en ayant des conditions générales d'utilisation qui soient courtes et lisibles et intelligibles, on va aussi permettre à l'utilisateur de savoir que tout ça, ça va venir respecter sa vie privée et c'est intelligible pour lui. Alors, l'enfant d'aujourd'hui a-t-il une chance de reconquérir sa vie privée ? Je suis un peu plus optimiste qu'Edward Snowden là-dessus. Il faut qu'il continue à y avoir des développeurs, des innovateurs qui essayent de construire des choses sur des architectures de réseau plus décentralisées, qui donneraient plus de pouvoir aux utilisateurs. Ça peut faire partie de l'éducation des enfants, de leur apprendre à maîtriser l'outil et à ce qu'il ne se retourne pas contre lui. J'aspire et j'aimerais qu'on puisse imaginer qu'un monde qui respecte la vie privée, donc qui utilise beaucoup moins de données des utilisateurs, en fait, utilise beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de carbone, et donc pourrait faire converger des luttes environnementales, des luttes sociales pour la vie privée, et créer des futurs plutôt utopiques que dystopiques.